et toutes, bienvenue dans la boîte à livres. Aujourd'hui, nous accueillons Olivier Borgeaud. Alors, Olivier est accompagnant parental et aussi papa d'un garçon de 20 ans. En 2002, alors qu'Olivier faisait connaissance avec son petit bout de 51 centimètres, eh bien, une multitude de questions se sont posées à lui qu'il synthétise sur son site d'ailleurs par une phrase. La question fondamentale que se posent probablement beaucoup de parents. Comment fait-on pour accompagner un enfant et l'élever au plus juste vers sa nature profonde? Question à laquelle il tente d'y répondre dans son livre Parents-enfants, S'élever ensemble, publié aux éditions Atma International. Bonjour Olivier, Bonjour Oriane, merci de m'accueillir. merci à toi d'avoir accepté de faire cette interview et Avec de plaisir. venir nous présenter ton dernier né. Alors, on commençait à préparer la séance, là, l'interview, et tu m'as corrigé en disant que tu te définis plutôt comme un accompagnant et non pas comme coach. Quelle est la différence pour toi? Mais, tout est dans le terme en fait. Le fait d'être, coach implique que, dans ma vision des choses, qu'il y a une certaine implication de ma part dans la façon dont le parent va se comporter vis-à-vis de ses enfants. Alors que le fait d'accompagner, c'est simplement, et aider la personne à trouver sa propre façon d'être, sa propre façon de vouloir être parent avec les enfants qui sont les siens. Donc Oui, c'est un beaucoup plus doux pour moi, cet accompagnement que ce coaching. c'est reconnecter, les parents, aussi à leurs compétences. Oui, tout à fait. Enfin, ce sont les parents qui élèvent leurs enfants. Moi, je ne Mmh suis là que pour les aider à se trouver eux-mêmes dans leur rôle. mh. C'est du vécu puisque tu racontes sur ton site que tu as été papa solo et que c'est enfin, que tu as vécu une déchirure lors de la séparation qui a activé un besoin impérieux d'entretenir et de faire vivre ta relation avec ton fils. Et il se fait que tu t'es senti démuni à ce moment-là, que tu as ressenti ce besoin, excuse-moi. Alors, c'est vrai, d'un côté, on peut dire que depuis toujours, bah, la parentalité, c'est quelque chose qui se vit comme ça. On va pas suivre l'université des parents, ni l'école des parents. On le vit, je dirais, sans avoir aucune éducation, aucune formation. Mais alors, dis-nous ce qui t'a manqué. Oui, c'est vrai qu'au fil des années, enfin, depuis très longtemps, les parents font un peu comme ils le sentent. Il n'y a pas un grand manuel qui serait la référence pour tous les parents, de par le monde. Heu, Moi, ce qui m'a manqué, en fait, je ne suis pas sûr qu'il m'ait manqué quoi que ce soit. Je pense que j'en ai plutôt eu en trop, en fait. J'ai plutôt eu la peur, d'être trop copain, donc de ne pas respecter ou pas être parent vraiment avec mon enfant. La peur d'être trop dur avec lui, ce qui fait qu'il aurait refusé de venir me voir. Ça, ce sont des choses que j'ai ressenties très profondément et qu'il a fallu que je travaille. Et puis aussi, alors s'il y a un nom quand même qui me vient, c'est que mes parents moi-même sont divorcés quand j'avais, 3 ans, au même âge que mon fils en fait, ce qui est peut-être pas un hasard. Mmh. Et donc j'ai grandi sans cette référence parentale, sans cette référence, de père. Et je me suis créé une image par moi-même en allant, piocher ici à droite et gauche, chez le parent d'un copain, chez un professeur que j'ai eu, chez un ami de la famille, et je me suis créé, une image que j'ai construite, de petites pièces détachées comme ça, une image d'un père que j'aurais aimé avoir. Mmh. Alors dans ton livre, tu parles de co-créer la relation parent-enfant. Ça veut dire quoi Oui. pour toi ça? La co-création, en fait, quelle qu'en soit la relation qu'on entretient avec qui que ce soit, c'est une interaction de 2 personnes. Et donc c'est ça, la co-création, c'est faire en sorte que la relation que j'ai avec mon enfant ne soit pas simplement issue de moi, mais soit issue d'une interaction entre nous 2. Être parent, c'est aussi une forme de responsabilité vis-à-vis de l'enfant, et ça, c'est derrière le mot responsabilité, j'entends souvent une forme d'obligation de faire, d'être comme il faut, comme il se doit, et cetera. Je préfère mettre le mot conscience aussi parce que c'est, une forme de découverte. C'est plus léger la conscience. Oui. C'est l'observation qu'il y a derrière, c'est l'accueil, c'est, l'acceptation, l'empathie, la bienveillance, ce genre de choses. Et donc il y a un partage qui se crée entre le parent et l'enfant. Lorsque l'enfant est tout jeune, la responsabilité, parce qu'effectivement il y en a une, c'est que le parent s'occupe de son enfant. Mais au fil du temps, l'enfant grandit, il y a un équilibre qui se crée dans la relation
et on se rend tous bien compte qu'on n'a pas du tout la même relation avec nos parents quand on était enfant que quand on est devenu adulte. Il y a quelque chose qui s'est équilibré. L'implication du parent s'est allégée pour laisser la place à son enfant. Mmh. Et c'est dans ce sens-là que je parle de co-création entre le parent et son enfant. Oui, j'aime bien cette notion. Je rebondis sur ce que tu dis là, hein, cette évolution de cette relation et page 19 d'ailleurs, hein, pour les lecteurs, ici les auditeurs et les auditrices, tu proposes aux parents de reconnaître et d'accepter d'être imparfaits. Mais alors je me posais la question, comment poser son autorité si, on est d'office imparfait? On peut se poser la question, qu'est-ce que serait le parent parfait aussi? Là, on est dans le monde du super-héros. Mmh. Ah oui. Personne d'entre nous n'est parfait, donc il y a pas de raison que nous soyons parfaits avec nos enfants et ce serait une illusion de le croire, en fait. Mmh. Cette idée de parent parfait, c'est juste un concept qu'on s'est créé. Lorsque je vous disais tout à l'heure que je me suis créé une image parentale, une image de père, en faisant un patchwork, des amis, et cetera, des gens que j'ai rencontrés, c'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis dit: «Tiens, ça, c'est exactement ce que je voudrais, ça, c'est ce dont j'aurais besoin, ça, c'est ce que une intervention qui m'a plu, une façon de faire qui me plaît». Mais je parle de moi là. Mmh. C'est le parent que moi j'aurais aimé avoir, le parent qui aurait été parfait pour moi, en aucune façon le parent qui aurait été parfait pour mon enfant, Tout à fait. tu vois? Et pour faire preuve d'autorité vis-à-vis de mon enfant, il y a 3 choses en fait. C'est d'abord, ce serait montrer l'exemple, moi-même, ça c'est la meilleure façon d'appliquer une autorité, c'est de montrer l'exemple. La deuxième, c'est qu'en fait, je suis aussi dépositaire de l'autorité, de par de toutes mes générations qui sont passées avant moi. L'autorité vient naturellement. Le parent fait preuve d'autorité sur son enfant et donc c'est quelque chose de normal. Et puis, la troisième chose, c'est aussi de comprendre que l'autorité n'a de sens que si elle est acceptée par l'enfant. Et Mmh. pour que l'enfant accepte l'autorité, il est important qu'il comprenne l'importance et l'intérêt qu'il a à respecter ce qui lui est proposé. Ouais, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, que l'enfant, puisse accepter cette autorité et ça me fait penser qu'aujourd'hui, c'est pas évident. Parce que je remarque que les enfants, savent tout et parfois, se moquent un peu même de leurs parents parce qu'ils les trouvent, ringards, ils savent pas TikTok ou je sais pas moi, des choses dans ce Bah, c'est un genre-là. juste retour des choses, ça, on a tous un peu fait ça, hein. Oui, oui, effectivement. Oui, oui, oui. Donc, cette autorité d'ailleurs, moi, j'aime bien dire, hein, autorité, c'est pas l'autoritarisme. Souvent, les personnes confondent autorité et autoritarisme. L'autorité, c'est: «Je sais de quoi je parle» et en tant que parents, Exactement. nous avons une expérience et nous savons pourquoi nous, imposons un interdit, mettons une protection, exigeons, un comportement. Et c'est parce que nous savons pourquoi c'est bénéfique. Et donc c'est ça la vraie autorité selon moi. Ça a l'air, Oui, c'est ça et justement parce que c'est bénéfique, il faut que l'enfant comprenne que c'est bénéfique pour lui aussi et dans ce cas-là, une fois qu'il aura compris, il pourra, se plier à ce qu'on lui demande, si en quelque sorte. mmh, Mais ça fait aussi référence au cadre ça, le oui. cadre qu'on donne à un enfant et alors le cadre, il a souvent mauvaise réputation parce qu'on entend souvent parler de ça en disant: «Mais lui, là, il faut le recadrer parce que ça va pas du tout» et donc ça donne une notion négative de ce cadre. Mmh. Moi, le cadre, je le définis comme, par un exemple simplement. Lorsque je vais dans un pays étranger que je ne connais pas, où j'y vais tout seul et puis j'ai de fortes chances d'aller à l'encontre des règles établies, de ne pas respecter les coutumes et tout ce genre de choses et de me faire remarquer très rapidement. Ou alors, je vais avec une personne qui est locale, qui habite le pays et qui saura m'expliquer, comment faire, comment se comporter dans telle situation, la façon les us et coutumes du pays. Et en fait, le cadre, c'est ni plus ni moins que ça, c'est accompagner cet enfant qui ne connaît rien, qui ne connaît pas la langue, qui ne connaît pas, l'environnement dans lequel il est, à évoluer et à s'adapter au monde dans qui l'entoure. Mmh, c'est joliment dit ça. J'aime bien. Alors aujourd'hui, les parents, n'aiment plus trop être dans cette, autorité, c'est quand même assez courant que les parents veulent être un peu les copains, de Ouais. leurs enfants et beh, aussi il y a beaucoup de parents qui sont pas sûrs d'eux et n'est-ce pas déstabilisant pour, l'enfant de faire face à un parent qui n'est pas sûr de lui? On revient un peu aux parents parfaits, c'est quelque part, c'est Mmh. c'est à peu près le même la même idée pour moi.
Hem, non, je pense pas que ce soit déstabilisant. Quelque part même, ça peut être rassurant, je pense. Mmh. Parce que pour un enfant, il n'est pas sûr de lui non plus. Un enfant, ça fait des erreurs. Un enfant, ça a des émotions. Un enfant, ça fait tout comme un adulte, en fait. Mais ça sait pas encore le gérer. Ah oui. Et donc, le parent, lorsqu'il montre qu'il fait des erreurs, lorsqu'il montre qu'il n'est pas sûr de lui, lorsqu'il montre qu'il a des émotions et qu'il accepte de les mettre sur la place publique familiale, il montre aussi comment il fait pour les gérer, comment il fait pour réparer, comment il fait pour, s'améliorer, et cetera. Et ça fait aussi office de formation pour l'enfant. Mmh. Ça fait office de modèle. Finalement, c'est un exemple, qui parle par lui-même. Exactement, on apprend juste à l'enfant à devenir humain. La meilleure façon de montrer, d'apprendre à un enfant à être humain, c'est de l'être soi-même, avec tout ce que ça comprend. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et bon, j'espère que ça inspire, nos auditeurs et nos auditrices. Et d'ailleurs, pour, ceux et celles qui, ont envie de l'acquérir, eh bien, c'est un livre qui est jalonné de propositions d'exercices pour mieux se connaître, de graphismes, voilà, il y a des dessins et cetera qui aident à, mieux comprendre. Et donc ainsi, page 36, tu dis que nous sommes le parent de l'enfant que nous avons et non de celui que l'on aurait aimé avoir. Alors je trouvais que ton Exactement. Quand j'ai su que j'allais devenir papa, bah, j'ai imaginé mon fils, quoi. Enfin, même pas, j'imaginais l'enfant parce que je voulais pas savoir quel était le sexe. Donc je l'ai imaginé et c'était forcément, heu, l'enfant parfait à la limite. Sage, heu, qui écoute ce qu'on lui demande de faire, qui voilà, tout parfait. Et puis après, bah, voilà, il est né, quoi. Et puis je me suis rendu compte que c'était devenu autre chose. Donc toutes ces images que j'avais en tête, de l'enfant, elles sont tombées d'un seul coup. mmh, Et puis, hem, les attentes qu'on a par rapport à son enfant, c'est aussi une entrave à la relation que j'ai avec lui. Parce que si je veux qu'il soit comme ci ou ça et qu'il ne l'est pas, forcément ça va me contrarier. mmh. Forcément, je vais vouloir faire en sorte qu'il le devienne. Et forcément, ça va aller à l'encontre de son désir, de sa nature profonde. Et il va grandir d'une façon un peu biaisée parce qu'il va vouloir d'une certaine façon écouter ce que je lui demande parce que l'amour d'un parent pour un enfant, c'est important, donc il faut qu'il l'obtienne. Donc pour ça, il fait ce qu'on lui demande. Mais d'un autre côté, ça ne lui correspond pas parce que c'est pas sa nature profonde. Mmh mh. Donc il a un peu les fesses entre 2 chaises et il sait plus trop comment faire. Ça, c'est une partie qui appartient aux parents, de s'affranchir de ses attentes vis-à-vis de ses enfants, pour leur laisser le libre choix de devenir qui ils sont vraiment, dans leur être profond. Et c'est un réel travail. Ah Je me oui. suis rendu compte au fil du temps que on a vite fait de revenir à ce dont on a besoin et puis il faut une introspection, un retour à soi pour se dire: «OK, non, lui, il est comme ça, il n'est pas à correspondre à qui je veux qu'il soit. C'est à moi de le laisser évoluer vers qui il veut être». Mmh. Oui et donc ça ramène aussi, le parent, à être un guide pour, ses enfants plutôt qu'un dresseur ou à oui, oui, quelqu'un qui va formater son enfant. Voilà, c'est pour ça quelque part dans le livre, je dis que, éduquer un enfant, ou élever un enfant, c'est 2 choses différentes à mon sens. Mmh mh. L'éduquer, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, le fait de coacher d'une certaine façon, c'est vouloir faire en sorte qu'il fasse ce que je lui demande de faire. Et l'élever, c'est cette notion justement d'élévation de soi. Mmh mh. Une un On oublie ça dans le terme élever, c'est l'élévation de soi pour que la personne, en l'occurrence l'enfant, trouve son propre chemin et devienne qui il veut être. Ouais, c'est beau. En étymologie, on dit que éduquer, ça vient «deducere» en latin qui veut dire conduire au dehors. Ça aussi, je trouve ça pas mal, dans la mesure où finalement, toute cette période d'éducation, c'est, faire en sorte que notre enfant puisse vivre indépendamment de nous et être pleinement, lui-même dans le monde. C'est Heu, ça, une autre façon d'élever, de sortir, du carcan familial et de s'ouvrir à d'autres, possibilités et tout ça m'amène d'ailleurs à ce terme que tu utilises,
être consciemment parent, qu'est-ce que ça veut dire alors pour toi? Consciemment parent, ça veut dire, être présent autrement que par le physique, être, hem, disponible, être à l'écoute, être observateur, de façon à ce que tout ça mélangé, on puisse créer une relation dans la plus grande vérité avec Mmh. son enfant. Être conscient, c'est, comprendre ce qui se passe chez l'enfant pour pouvoir y répondre au mieux, comprendre aussi ce qui se passe en soi pour pouvoir éviter d'interférer négativement avec son enfant. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, le fait de lui laisser le chemin et la voie libre pour qu'il puisse devenir qui il est vraiment. Mmh. C'est là que je mets le terme conscience dans, l'aide que j'apporte à mon enfant. L'aide pour qu'il puisse grandir, pour qu'il puisse, se trouver, pour qu'il puisse, se sentir bien dans le monde dans lequel il évolue. Dis donc, c'est un sacré travail ça! Ah oui! Oh oui, c'est un sacré travail. Ah, au cas où, il y a des personnes qui nous écouteraient, qui se disent: «Oh mais être parent, c'est quelque chose de naturel, ça va de soi», ben non, non, ça ne va pas de soi. C'est une est-ce qu'on pourrait dire, que nous évoluons, nous nous élevons aussi en élevant nos enfants? Ah oui, évidemment. Bah oui, c'est pour ça le titre du livre, «S'élever ensemble». Ben ah oui, ça va là. Voilà, voilà, au cas où, Et oui, oui, parce que de oui. fait, effectivement, l'enfant s'élève, parce qu'il apprend à vivre dans le monde dans lequel il est, mais aussi le parent s'élève parce qu'il doit répondre à ses questions, il doit pouvoir, être en mesure de trouver la façon dont il veut accompagner son enfant. Il doit trouver la façon dont il veut aider son enfant à grandir et ça, c'est une grande remise en question. Le fait de lâcher ses attentes, comme on disait tout à l'heure, c'est un vrai travail. Mmh. C'est aller refuser dans une certaine direction qui serait déjà, définie pour ouvrir l'éventail des possibilités et laisser l'enfant, évoluer dedans et ça, c'est vraiment quelque chose d'important Mmh. et au bout du compte, c'est bénéfique pour tout le monde. Oui. Parce que la relation est beaucoup plus sincère et beaucoup plus vraie que, s'il y en a un qui veut dicter à l'autre la façon de faire. Effectivement, effectivement et je dois dire, je suis maman de 4 enfants, je suis grand-mère de 2 petites filles et je dis toujours, c'est mes enfants qui m'ont permis de devenir qui je suis. Oui, Parce que j'ai appris énormément avec eux et c'est ce que je souhaite d'ailleurs, à toutes les personnes qui nous écoutent et qui sont dans cette période de vie puisque bon, maintenant pour moi c'est derrière moi, bien qu'il y a encore une façon d'être parent même d'adulte, d'enfant adulte, il y a encore une place et un rôle particulier. oui, je parle Heu, dans mon livre de cette notion entre maman et mère, la mmh différenciation que je fais entre les 2. Effectivement, la maman, c'est, heu, au début de la vie de l'enfant où il mh. faut choyer, il faut être là, il faut s'occuper de lui au fil du temps et puis dans la transition avec le temps, on passe du rôle de maman au rôle de mère et donc qui serait quelqu'un de beaucoup plus référent à la demande de l'enfant. Mmh mh. Une fois qu'il a grandi, qu'il sait faire et qu'il est, autonome dans son monde, il peut toujours venir voir pour poser une question, prendre une référence, prendre un avis, quelque chose et là, ce serait plutôt le rôle de mère. Effectivement, c'est pareil pour les papas, le rôle de papa et le rôle de père, c'est la symétrie de ce que j'ai dit pour les mamans. Tout à fait et j'aime bien, hein, ta façon d'aborder les choses, parce que bon, moi, en tant que constellatrice familiale aussi, on donne, de l'importance à la loi de l'ordre et donc les parents sont les grands, les enfants sont des petits et on sera toujours les petits de nos parents et on sera les grands de nos enfants et donc on peut cumuler, ces places mais aussi, il y a, grâce à cette approche des constellations, une façon d'honorer les anciens qui parfois, à mon avis, se perd dans notre société puisque, les anciens, sont devenus, des personnes un peu inutiles, à charge de la société et cetera et cetera. Et là, dans ta façon d'aborder les choses,
comme dans la manière d'aborder la philosophie de vie des constellations, c'est de redonner une vraie place aux anciens qui peuvent continuer à être des référents, comme tu dis, et à soutenir, à être présents juste par leur présence. Exactement, je crois que c'est ce que Bert Hellinger appelait la préséance dans, Oui, c'est ça? tout à fait. Heu donc Bert Hellinger, le créateur des constellations familiales. Oui, c'est ça, les anciens, comme tu dis, ont une place importante Oui, tout à fait. de référence. Alors, il faut quand même moduler ça un petit peu parce que, il faut quand même laisser à chacun le libre arbitre de faire comme il veut. OK? Mais une Donc ce sont des référence, c'est juste références, une ce sont référence. oui, oui, c'est ça, c'est ça. Mais je précise justement, ce sont des références, Oui. auxquelles on peut se rapprocher pour avoir un avis, pour avoir un conseil, ce genre de choses. Malgré tout, on reste maître en la matière chez soi et c'est à chaque parent, d'élever ses propres enfants et non pas aux grands-parents, aux arrière-grands-parents, à toute, l'arbre généalogique qu'il y a au-dessus de nos têtes. Oui, tout à fait. Bien, ben voilà, nous arrivons tout doucement à la fin de cette interview. Mais avant de terminer, aurais-tu une recommandation pour les parents qui nous écoutent et qui t'a peut-être aidé dans ton rôle de père? Heu, oui, moi, il y a une citation qui m'a, beaucoup aidé dans le rôle de père, c'est celle que alors j'ai vu attribuer à pas mal de monde quand j'ai fait des recherches sur internet. Moi, je l'attribue à Montaigne parce que c'est la première que j'ai trouvée et qui dit que, l'enfant n'est pas un vase que l'on remplit, mais c'est un feu qu'on allume. Mmh. Donc plutôt que de déverser dedans des choses qui viendraient de moi, voilà, tu vois la tête que tu fais? C'est toute triste comme ça, et ben, je préfère le feu qui commence à crépiter par lui-même et qui se crée et puis qui va grandir et qui va croître et qui va voilà, c'est beaucoup plus joyeux un feu. C'est vivant, Effectivement, c'est vivant, j'aime cela. voilà. Encore un tout grand merci, Olivier, d'avoir accepté de venir nous présenter ton livre et puis d'avoir parlé avec autant de sagesse aussi. Et puis, à vous qui nous écoutez, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour nous dire si vous avez aimé, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche, ding ding, pour ne rater aucune de nos prochaines interviews. Au revoir Olivier, Au revoir, Oriane, merci beaucoup de m'avoir accueilli. au revoir à tous et toutes, à bientôt.